Backseat est également disponible en podcast sur Spotify. Retrouvez l'émission en audio et en intégralité dès la fin du direct le jeudi soir. Alors si tu aimes écouter l'émission, n'hésite pas à suivre Backseat sur Spotify ou sur quasiment toutes les autres plateformes de podcast. Et tout de suite, ta vidéo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Plateau Backseat, bonsoir le public, merci d'être là, vous êtes merveilleux, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver pour une émission comme chaque jeudi. On va parler de politique et je vais pas en parler tout seul puisque je suis avec un gang formidable de chroniqueurs et de chroniqueuses. On est avec Sacha. Salut Sacha. Salut Jean. Ça roule ? Ça va et toi ? Bah ouais, ça fait plaisir de te retrouver. Bah ouais, moi aussi, je suis trop contente d'être là. Sacha, t'es journaliste à la télé chez France TV. Exactement. Et tu t'occupes de sport. Absolument. Et bah très cool. Tout va bien en ce moment ? Ouais, ça va. Mois de novembre ignoble, mais sinon ça va. Ouais, comme pour tout le monde. Ouais, comme pour tout le monde. Ouais, on est bien d'accord, c'est de la merde ce mois. On est aussi avec Latifa. Salut Latifa. Salut. Ça roule ? Oui, ça va ça. Je suis persuadée parce que vous avez scotché les micros un peu. Ah oui, pardon. Avant, j'aimais bien le bouger. Pardon. Non, mais tu peux retirer le scotch, hein, t'as le droit, vas-y. T'as le droit de hacker. Déglingue le plateau, Déglingue, vas-y-le. Latifa, tu es la présidente du mouvement, c'est ça ? C'est ça. Et le mouvement, c'est quoi ? Tiens, tu peux nous le représenter ? Ouais, le mouvement, c'est une organisation de mobilisation citoyenne. Du coup, on regroupe une communauté de 200 000 membres qu'on mobilise sur différentes thématiques, plutôt évidemment écologiques, sociales, antiracistes, féministes, etc. Et principalement des pétitions et d'autres actions en ligne et sur le terrain. Eh ben merci à toi d'être avec nous Latifa, ça fait super plaisir de t'avoir avec nous. On est aussi avec un nouveau cette semaine, c'est Hugo. Salut Hugo. Salut Jean, ça va ? Hugo Couturier, ouais, ça va et toi ? Ça va. Toi, tu es journaliste Oui. sur Twitch ? Oui. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch ? Alors j'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Hugo au Perchoir, qui est une quotidienne sur l'actualité politique et parlementaire, et je reçois, j'essaye 2 à 3 fois par semaine de recevoir des députés pour qu'ils viennent nous présenter leurs textes de loi. Par exemple aujourd'hui j'étais avec le député Jean-Marc Zulesi, le président de la commission du développement durable, Ouais. qui a vu sa PPL sur les RER métropolitains être adoptée, qui aura en lecture finale au Sénat le mois prochain. D'accord, donc tu interviews des députés, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Eh bien, en fait, j'y suis depuis 1 an et demi et à temps plein, j'y suis depuis mai. D'accord, ok, trop bien. Et ben merci d'être avec nous Hugo ce soir, merci à toi de rejoindre l'équipe. Chers amis, un petit point pour vous rappeler que l'émission Backseat est rendue possible par vos abonnements. Venez sur KissKissBankBank participer au financement de cette émission en donnant chaque mois de l'argent pour nous permettre de continuer à produire cette émission. C'est grâce à vous que cette émission elle existe et voilà, surtout ceux qui nous regardent sur YouTube, vous êtes très nombreuses et très nombreux à regarder l'émission en replay sur YouTube, vous avez bien raison. Vous aussi, chers amis qui nous regardez sur YouTube, cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous aurez accès au KissKissBankBank pour voir toutes les modalités qui vous permettent, vous aussi, de faire partie du club des personnes qui soutiennent Backseat. Chers amis, si ça vous dit, je vous propose qu'on parle d'actualité politique. Allez, c'est parti pour l'actualité de la semaine. Beaucoup d'actualités cette semaine, beaucoup d'actualités au menu. On voulait discuter d'un truc, c'est la Commission européenne qui est en train de définir ce que c'est qu'un viol. Alors c'est un petit peu particulier de comprendre parce qu'en plus la France est en train de bloquer cette discussion. Il y a un projet de directive de la Commission européenne qui prévoit de lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, il y a l'un des articles qui prévoit de définir au niveau européen ce qu'est un viol et la France bloque. Il se trouve que mardi, pendant la séance des questions au gouvernement, la députée de Paris, qui était sur le plateau de Backseat une semaine plus tôt, Sandrine Rousseau, a posé une question au gouvernement sur ce point de vue-là et elle résume assez bien le débat. Je vous propose qu'on écoute Sandrine Rousseau, on revient sur le plateau juste après. Alors aujourd'hui, dans l'atmosphère feutrée des instances européennes, se discutent les termes d'une directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes. La France fait obstacle à l'intégration du viol dans ce texte. Pourtant, en France, une femme toutes les 7 minutes est concernée. En France, 99,4% des viols ne seront jamais sanctionnés. La loi française, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, suppose que les femmes sont toutes et tout le temps a priori consentantes. Il faut qu'il y ait menace, surprise ou contrainte pour que la justice puisse éventuellement statuer. La France doit entrer dans le 21e siècle. Oui, la définition du viol est un acte sexuel sans consentement. Pouvez-vous affirmer devant cette Assemblée que la position de la France est de s'opposer, comme la Hongrie de Viktor Orban, à ce que la définition commune européenne du viol soit un rapport non consenti ? Donc vous avez compris que Sandrine Rousseau critique la position de la France. Elle souhaiterait que l'Union européenne puisse aller au bout de cette démarche. D'où ça vient cette idée qu'a l'Union européenne de s'interroger sur la notion de viol ? Latifa, Sacha, Latifa, t'en penses quoi ?
Oui, parce qu'il y a des différences dans la législation des différents pays, que évidemment, quand on définit le viol comme étant entre guillemets juste une absence de consentement, là où en France, il faut prouver violence, surprise, menace, etc. Ça change beaucoup de choses, et qu'il y a pas mal et que la France en fait fait partie des pays pour le coup les moins progressistes là-dessus. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on appelle à Emmanuel Macron qui a dit que les violences faites aux femmes seraient une grande cause nationale, Ouais, et qu'il a le moyen de ces quinquennats. Ouais, c'est la même grande cause. Ça fait 2 quinquennats. Et en fait, je pense que c'est aussi le problème, parce que là, le gouvernement français peut prouver en actes, et le président Macron il traduit cette grande cause en actions concrètes. Mais après, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont plus politiques, parce que, par exemple, en ce moment, c'est la présidence espagnole de l'Union européenne. Et donc, le gouvernement espagnol aimerait aussi beaucoup avoir cette victoire dans la poche, on va dire, pour dire, voilà, en Espagne, on a réussi à faire voter au niveau européen cette avancée que la France n'avait pas, etc. Et là, au niveau local, excuse-moi, l'Espagne, c'est quand même un des pays les plus avancés de l'Union européenne sur la question des violences sexuelles et sexistes. Et Pedro Sanchez qui a sauvé son poste aujourd'hui suite à un Premier ministre espagnol. Ouais, qui a sauvé son poste à quelques voix près, c'était serré. Ok, d'accord. Donc du coup, pour toi, il y a un agenda aussi européen politique qui justifie les bisbilles ? Ouais, voilà, c'est ça. Et aussi, quelle sera la position de l'Allemagne, où le ministre de la Justice est plutôt progressiste, etc. Et ce qui, en fait, on attend beaucoup de l'Allemagne et de son positionnement, et c'est un des principaux acteurs de cette histoire sur lequel il faut faire pression si on veut que cette définition plus large soit adoptée. Mais voilà, c'est vrai que il y a pas mal d'enjeux européens là-dedans. L'opposition de la France, semble-t-il, elle vient d'Emmanuel Macron assez directement. Hugo, tu saurais nous expliquer pourquoi est-ce que la France estime qu'il faut s'opposer à cette évolution ? Alors, ce qui était expliqué, c'est que il voulait pas qu'il y ait en fait une modification du système français, en fait, et que si Emmanuel Macron acceptait ce niveau-là, ça ferait perdre un peu la puissance de la France par rapport à ce qui a été décidé et ce qui est dans le système français actuellement. En fait, ils ne veulent pas changer ce qu'on a actuellement. Et je crois que la France conteste aussi la possibilité pour l'Union européenne de définir ce que c'est qu'un viol, parce que ça n'appartient pas aux compétences de l'Union européenne, c'est du droit pénal. Le droit pénal relève du droit intrinsèque de chaque État, donc ce serait quand même une petite perte de légitimité pour un État. Le juridique, c'est dans les... J'arrive pas à parler ce soir, c'est insupportable. Ouais, c'est le mois de novembre, on est tous clacos. Mais attends, le pénal révèle des fonctions régaliennes des États. Il veut pas que l'Union européenne s'immisce là-dedans. Ce serait une perte de. Il y a quelqu'un qui dit, en gros, on délègue à l'Europe. Non, justement, on délègue pas. C'est justement tout le problème, c'est que tout le sujet, c'est que la France ne veut pas refuse que l'Union européenne vienne mettre son nez dans des affaires pénales, dans le code pénal, sur des trucs qui ne relèvent pas de ce qui peut relever de l'Union européenne. En l'occurrence, je crois que c'est le terrorisme et 2-3 autres délits comme ça, mais des délits transnationaux, le trafic d'influence aussi. Mais c'est vrai que oui, et c'est vrai qu'il y a la crainte que ça ouvre un précédent, bien que sur le plan juridique c'est possible, parce que la Commission ne se lance pas dans une proposition, une directive comme celle-là, en se disant que les législations nationales ne peuvent pas l'intégrer. Après l'autre option, c'est que le gouvernement décide de le faire lui-même dans la législation nationale. Hugo ? Ouais, et de ce que j'ai lu aussi dans divers articles sur le sujet, en fait, il y a une unanimité sur tout le texte, à l'exception de cet article-là. Donc, à voir, je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais juste adopter le texte sans cet article 5 et ensuite revenir dessus peut-être prochainement. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce que tu disais sur la présidence aussi de la victoire pour l'Espagne, c'est parce qu'en fait, dans les prochains pays qui auront la présidence de l'Union européenne, en fait, il y a 2 pays qui sont la Pologne et la Hongrie qui sont plutôt à tendance... C'est les prochains à venir là sur la liste ? Il y a la Belgique, les 2 d'après, c'est la Pologne et la Hongrie. D'accord, donc en gros, si on veut avancer sur les violences sexuelles et sexistes, c'est avant. C'est ça, c'est maintenant. Même si là, il y a un gouvernement, alors je sais pas où on en est après les élections. Ouais, c'est ça a changé. Je sais pas où on en est si le gouvernement est déjà rentré en place ou en vigueur, mais normalement, à ce moment-là, ce sera le gouvernement actuel. Ouais. Et pour revenir sur le fonctionnement en droit pénal, effectivement, l'idée qu'a l'Union européenne, c'est de définir le viol par l'absence de consentement de la victime, alors qu'en droit pénal français, le viol est caractérisé par la méthode par laquelle le viol a été effectué, c'est-à-dire la contrainte, la violence, la surprise.
ou il y en a une quatrième, je sais jamais. La violence. Donc voilà, j'avoue avoir un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron freine sur ce truc. Ça a quand même l'air d'être un progrès facile. Enfin, je sais pas, il veut pas que la France évolue sur la question de définition du viol. J'ai du mal à comprendre. C'est la Lui qui a un dont on grand parlait, européen en plus, tu vois. Oui, c'est la question dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement craint pas que ça fasse un précédent dans le fait que dans une compétence pénale, ou en tout cas une loi pénale émane directement d'une législation européenne? Est-ce que c'est la crainte? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas... Ouais. J'arrive pas à voir où est-ce que ça créerait. C'est peut-être la modification des termes en fait. C'est juste que pour lui, peut-être qu'il considère que non consenti, c'est trop flou. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend le pas. sujet a été abordé lorsque Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a rencontré Emmanuel Macron. Ils ont abordé le sujet. Apparemment, il a gardé le silence. Et c'est plus tard, là, pendant le trilogue, c'était ce mardi, que la France a bloqué sur cet article 5. Après, de toute façon, l'article va revenir en discussion normalement, soit enfin, ça sera plutôt le cas en décembre. Parce que là, il y avait tellement de désaccords qu'ils ont voté tout le reste, qui est plutôt sur lequel tout le monde est OK. Ils se sont dit, cet article 5, on se le garde pour décembre, pour le prochain trilogue, parce que là, on va pas réussir à se mettre d'accord. Donc, on a un peu de... Peut-être qu'il va changer encore d'avis, le connaissant. Ça ne nous étonnerait pas. Non, mais oui, c'est possible qu'il change d'avis. Hugo ? Un dernier truc, non, je regardais le chat. Tu as bien raison. J'ai vu qu'il y avait des problèmes techniques, effectivement. Je vois qu'ils ont continué à avoir des clignotements sur l'image. Vous inquiétez pas, l'équipe technique est dessus. Ils sont en train de changer des câbles. Normalement, ça devrait être réglé. Un gros merci à l'équipe technique de Backseat qui bosse pendant l'émission pour que l'émission soit toujours plus belle. Merci pour les applaudissements, c'est sympa. Merci beaucoup. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, la question de la précarité alimentaire. Alors, il y a eu cette affaire du ticket restaurant. L'affaire du ticket restaurant, c'est un truc qui date de 2021, je crois, et qui devait arriver à terme pour le 1er janvier 2024. La possibilité d'utiliser des tickets resto pour acheter des denrées alimentaires, y compris des denrées non immédiates. Ouais. Pas des plats préparés, voilà, c'est ça que je cherchais. Pour acheter des pâtes, du riz, de l'huile, etc. En cette période de forte inflation. Donc, la mesure devait s'arrêter au 1er janvier. Et finalement, on a appris de la bouche d'Olivia Grégoire que ce sera bien prolongé, a priori, pour 2024. Ouais. Latifa. Oui. Et Thierry Marx, il n'est pas content. Parce que j'ai il a demandé à être reçu par Elisabeth Borne dans les meilleurs délais. Pourquoi ça va pas du tout. Parce que du coup, la restauration, si les gens ils peuvent acheter des pâtes et faire les pâtes chez eux et qu'ils peuvent pas utiliser leur ticket resto, ils vont moins resto. D'accord, donc les restaurateurs, c'est le lobby des restaurateurs qui aurait préféré qu'on ne puisse plus acheter des pâtes et du riz. Mais au-delà de ça, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est comment ça a été... la communication est folle encore. Comment c'est en pagaille. En fait, personne s'est rendu compte. En fait, personne s'est dit « Ah zut, en fait, c'est jusqu'à fin d'année ». Donc déjà dans le gouvernement, dans la loi. Mais oui, c'est ça. Non, mais personne s'est dit ça se termine. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on prolonge? Enfin, donc c'est dire la place qu'occupe la précarité, à quel point ça occupe leur quotidien, de se dire que peut-être que ça va impacter des gens de plus pouvoir acheter des pâtes avec leur ticket resto. C'est une bille gratuite qui a été offerte aux oppositions par le gouvernement, par leur impréparation sur le sujet. En fait, c'est du pain béni pour la gauche, pour taper sur. C'est vrai que ça a tout l'air d'un couac gouvernemental, le truc auquel personne ne pense et qui passe à l'as en plein 49.3 sur le budget. Parce que typiquement, ce genre de sujet, c'est des questions qui sont discutées dans le budget. Quand il y a un budget qui est voté à l'Assemblée nationale, pas en 49.3, il y a des heures de discussion en commission où l'opposition vient avec des amendements. Et parfois, il y a des amendements qui proposent typiquement de prolonger une mesure de justice comme ça. Et le gouvernement, c'est parce que l'amendement est déposé qu'ils disent « Ah oui, putain, c'est vrai, on avait oublié. Ah bah ouais, non, mais vas-y, avis favorable. Vas-y, on le met celui-là. C'est OK pour nous. » Et voilà, un budget, ça se travaille et ça se fait en lien avec le Parlement. Mais bon, là, comme il y a à nouveau 49.3 2 ans de suite, le gouvernement est un peu passé à l'as sur ce truc-là. Tu l'as dit, ça permet de jeter un coup de projecteur sur la question de la pauvreté. Il y a 2 rapports qui sont sortis, celui de l'INSEE sur la pauvreté et les inégalités, qui montre qu'il y a 9,1 millions de pauvres en 2021. Et le rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France, qui montre notamment que la pauvreté touche principalement les femmes. Ouais. Latifa. Et les femmes de plus de 50 ans aussi. Et que oui, en fait, globalement, de toute façon, il y a une explosion de la pauvreté, que c'est 14% des gens qui vivent en France qui vivent avec moins de 1158 € par mois. Ça permet de bien se rendre compte, en fait, de la situation et de la question de la précarité, qui devrait être, au vu de ces chiffres, une préoccupation quotidienne pour les membres du gouvernement. Il faut faire voter le budget d'abord. Ouais. On comprend. Ouais, franchement,
On aimerait bien aussi voter notre budget comme ça, tranquille, en tout cas pour les Français, pour les questions perso et des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Mais ouais, c'est vraiment cette lumière-là que ça jette. Et aussi, ce qui m'a... Au-delà de l'incompétence dont on peut parler du gouvernement ou quoi, mais c'est comment après tout le monde s'est précipité pour mettre sa petite proposition en fait, parce qu'ils se sont dit pour que ça passe vite. Et là, on a des sénateurs ou des sénatrices LR qui ont dit, alors que ça prendrait plus de temps de passer par le Sénat pour la voter. Là, tout le monde, par opportunisme politique, s'est jeté là-dessus, mais il n'y avait personne pour le dire avant en fait. Là, ils ont tous dégainé des propositions de loi super vite pour dire c'est nous qui avons prolongé en fait l'utilisation, le fait de pouvoir utiliser des tickets resto pour faire ses courses. Mais avant, il n'y avait personne. Donc c'est ça aussi qui me dégoûte un peu en vrai. Si, c'est vrai. Hein. Si, quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh. Et moi, je trouve que ça donne aussi l'impression, parce que tous les chiffres qui ont été donnés, c'est après l'année post-Covid, donc pour l'année de 2021. Et ça donne vraiment l'impression qu'en fait, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pendant le Covid, c'était des morceaux de scotch qu'on mettait un peu sur un seau qui était déjà percé, en fait. Ouais, et maintenant que toutes ces mesures ont été pour pas mal levées, puisqu'on est a priori de retour à une situation sanitaire à peu près normale, on va dire, on voit qu'en fait, fonctionner par flash et avec des mesures flash sur le temps court, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que ce gouvernement a pris comme mesure sur du long terme pour faire face à la précarité des gens. Enfin, ça pose des questions quand même. Il y a quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer que l'Assemblée nationale avait voté 70 millions d'euros pour le Noël des familles monoparentales en grande difficulté économique. Je crois, si je dis pas de conneries, Hugo, que c'était une proposition de loi des socialistes. Enfin, c'est par amendement, je crois, du coup. Mais c'était Boris Vallaud. C'était Boris Vallaud qui portait. Oui, t'as raison, c'est un amendement. Ils en ont parlé dans leur live là, du lundi. Ils étaient très fiers d'eux. Ce qui peut se comprendre. Du coup. Est-ce que c'est la seule chose qu'a voté l'Assemblée nationale sur la précarité ? Ouh là là, tu me prends au dépourvu sur le sujet. Non, il y a eu sûrement des amendements qui ont été retenus du coup par le gouvernement, mais j'ai pas jeté un œil aux 300 amendements qui ont été retenus sur le budget. Au gouvernement, je tiens à ma vie personnelle quand même de temps en temps. Il y a quelqu'un, il y a Diog dans le chat qui dit la stratégie est tournée vers la baisse du chômage. Et ça, il a augmenté de 0,2 points au dernier trimestre. Les derniers mais Bruno demande au patron d'embaucher du coup. mais du coup, là, le taux de chômage et les marges à 7,4%, les 5% à marge forcée d'Emmanuel Macron, on n'y est pas encore. On est encore un peu loin, quoi. Après, la loi sur le plein emploi a été votée il y a Elle vient d'être votée. Un mois. On va voir. C'est quand même assez récent. Non, le vote solennel, c'était cette semaine. Le vote définitif, c'était cette semaine. Moi, je me souvenais que de la première lecture. Le vote solennel, c'était cette semaine. C'était cette semaine, la loi sur le plein emploi. Ou la semaine dernière, mais oui, c'était tout récent, effectivement. Okay, et moi qui suis au chômage, voilà. On embrasse Pôle emploi, bien sûr. J'embrasse ma conseillère. On embrasse Pôle emploi. On embrasse tout le monde. Bon courage en vrai, les gens qui sont au chômage et qui galèrent, évidemment, courage à vous. Latifa, tu voulais nous parler de Marie-Charlotte Garin ? Oui. Qui est une députée écolo. Ouais. Et qui alerte sur la situation des enfants qui dorment dehors, parce que normalement, c'était aussi... alors, si je ne me trompe pas, c'était Bruno... Non, qui avait dit plus d'enfants qui dormiraient à la rue, un membre du gouvernement ? Non, c'était pas Macron. Emmanuel Macron. C'est Macron. Personne dans la rue en 2017. Macron himself. Ah oui, mais ça Macron c'était en 2016. Oui, quand il a fait son petit shooting devant des tentes en jean. Je sais pas si vous vous souvenez de belles images. Moi, je me souviens du shooting de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ouais, c'était le même genre qui fumait des clopes. Non, là, il était en petit jean, veste sans cuir, penché devant une tente. Et en train de... Parasé, ouais. Et alors, bref, et donc oui, plus de personnes à la rue, voilà. Il y a aussi forcément le sort des enfants à la rue. Et cette députée, notamment pour alerter à passer la nuit dans une école, pour alerter sur cette situation, demander des places d'hébergement d'urgence pour les enfants, en fait, juste augmenter, notamment, là, on parlait du vote du budget, normalement, ça doit être inclus. Mais c'est pareil, en fait, dans la question de la précarité, c'est quelque chose qui passe globalement à la trappe, en fait, où le gouvernement ne veut pas tellement en entendre parler, alors que c'est juste dramatique. Après, il y a beaucoup de... Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de élus ou personnalités politiques au sens large qui essaient de faire ce genre d'action, de dormir dans certains lieux pour attirer l'attention et alerter. Donc, il y a, heureusement que ça suscite l'indignation et qu'il y ait des gens... Gabriel Attal devait dormir dans un lycée il n'y a pas longtemps, non ?
Non, dormir, je sais pas, mais passer plusieurs jours en bed avec des lycéens, ouais. Dans un lycée public, ça serait une première. C'était au tout début, c'était au tout début quand il a pris ses fonctions à la tête de l'éducation nationale. C'est l'initiative dont tu parles, c'est l'initiative d'une association qui s'appelle Jamais sans toi, en l'occurrence, qui a accompagné Marie-Charlotte Guérin. Hugo, toi, tu voulais nous parler de Charles Fournier en Indre-et-Loire ? Ouais, et ben justement, député également du groupe Écolo et en collaboration avec Marie-Charlotte Guérin, en fait, ils ont fait un événement. En fait, Charles Fournier a annoncé le 8 novembre qu'il allait transformer temporairement sa permanence en centre d'hébergement pour 3 familles dans sa permanence parlementaire. Et en fait, à la base, c'était censé durer que 5 jours parce qu'en fait, le 115, qui est le numéro d'urgence, il y a un renouvellement tous les mardis. Et en fait, là, plusieurs familles tourangelles, donc 15 des 29 familles, n'avaient pas de solution d'hébergement. Et du coup, le député, il a décidé d'héberger jusqu'à qu'ils aient des réponses des autorités. Il y aura du coup 3 familles et une femme enceinte qui seront hébergées dans la permanence de Charles Fournier. Et moi, j'ai discuté avec son équipe tout à l'heure. Et l'équipe de Charles Fournier appelle tous ses collègues à l'Assemblée à faire la même chose qu'eux pour que le gouvernement réagisse. Okay. Donc voilà. C'est toujours pareil, en fait, c'est les initiatives individuelles, etc., qu'il faut valoriser, mais tant qu'il n'y a pas de politique globale sur cette question, c'est impossible, en fait. C'est-à-dire que c'est assez incroyable de juste dire augmentation des places d'hébergement. Non, en fait, ils en veulent pas. Dans un contexte de précarité et d'explosion, en fait, de la précarité en France. Et quand on sait que voilà, c'est les personnes les plus... des femmes, des enfants qui sont à la rue, des familles monoparentales, des femmes les plus touchées par la question et qu'on sait de bâtiments vides, enfin des bâtiments... Par ailleurs, il y a une question sur le logement inoccupé. Je crois qu'à Tours, c'est un bâtiment sur 10 qui est inoccupé. Je crois que c'est Charles qui m'avait dit ce numéro-là. Il y a de la place, en fait, dans ce pays. Il y a de la place. C'est Tours. Non, je rigole. Ça va. On embrasse la région centre. Mais bien sûr. L'Indre-et-Loire tous les jours. J'étais conseiller régional de la région centre de la jeunesse. Donc t'étais au conseil régional des jeunes. Ouais, j'embrasse Charles, bien sûr, qui était mon patron. Charles Fournier, évidemment, qui est le député du coup d'Indre-et-Loire. Toi, Latifa, tu voulais nous parler aussi de la carte des témoignages. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, sur la question de la précarité, oui, parce qu'au-delà des pétitions, on essaie de créer des outils pour essayer de rendre plus visibles ces questions-là. Donc, on en a beaucoup parlé de la précarité. Et là, c'est une carte qu'on a fait. On a demandé à nos... C'est le mouvement, donc. Ouais, le mouvement. On a demandé à nos membres de nous raconter les conséquences concrètes de l'inflation sur leur vie. Et voilà, du coup, on peut se promener dans cette France de la précarité, en vrai. Après, c'est très variable parce qu'il y a des gens... on peut avoir des gens qui vivaient plutôt confortablement d'ici là. Donc, ils vont nous dire, voilà, je peux plus... je sais pas, par exemple, acheter bio, etc., ou des choses comme ça, jusque des personnes qui disent, moi, j'achète plus de fruits et légumes, et j'en ai eu certains de ces membres au téléphone pour qu'ils me racontent plus en détail et pour qu'ils témoignent. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il y en a des gens qui ont entre le sentiment de honte, ou des gens qui disent, mais si je témoigne, est-ce que, à visage découvert, etc., est-ce que ça va vraiment changer la situation ? Est-ce que, en fait, les politiques vont vraiment nous entendre et vraiment se rendre compte de ce qu'on vit? Mais c'est important d'avoir juste ces histoires-là, en fait. Et concrètement, quel est l'impact des politiques publiques ou de l'absence de politiques publiques de lutte contre la précarité sur la vraie vie des gens ? En fait, c'est très... c'est des gens qui perdent du poids, des gens qui priorisent leurs enfants à eux, des gens qui ne peuvent pas allumer le chauffage, des gens qui n'achètent plus de fruits et légumes frais, de viande, de poissons. Et c'est vrai que c'est une réalité dont on parle pas assez souvent, parce que c'est des gens qui sont dans d'autres urgences que pouvoir venir pour en discuter. Mais voilà, c'est vrai que c'est terrible dans la période dans laquelle on est, dont on sort, qui est, ce qu'on disait tout à l'heure, pas vraiment de politique réelle de lutte. Je suis incapable de donner une grande mesure phare de lutte contre la précarité prise par le gouvernement. Il y a le panier anti-inflation qui a été adopté sur des produits de base qui ont bénéficié, je crois, de TVA réduite. Je ne sais pas si c'était une TVA ou si c'était une bourse. Je ne sais plus comment ça fonctionnait. Mais en revanche, Hugo, il y a une proposition qui ne résoudra pas la solution, évidemment, de la précarité, mais Macron avait annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il voulait mettre en place le versement à la source des allocations directement pour pallier le non-recours. Moi, j'ai interviewé Prisca Thévenot la semaine dernière qui m'a confirmé que c'était encore en travail, que c'était pas un projet qui était abandonné. Bon, après, si c'est en travail mais que ça arrive jamais en PJL, bon voilà, on en a connu beaucoup, parti trop tôt, mais du coup, voilà, c'est déjà quelque chose qui pourrait être la réforme sociale, entre guillemets, si on devait en citer une d'Emmanuel Macron, ce serait celle-là, en tout cas pour son deuxième mandat.
Et il va peut-être falloir aussi un moment que le gouvernement ou Emmanuel Macron durcisse un peu le ton vis-à-vis de tous les grands industriels qui possèdent tous les intermarchés, les hypermarchés, qui sont aussi sur les négociations sur la grande distribution. Voilà, toute la grande distribution, mais c'est quand même un frein, je pense, énorme à la baisse des prix. Oui, parce qu'il y aura les Michel-Édouard Leclerc est tous les jours sur BFM pour nous dire l'inflation va continuer, on fait ce qu'on peut à Leclerc et tout. Non. Oui, parce que je crois que c'est en début d'année. En début d'année qu'il y aura ces discussions-là. Donc le gouvernement a dit on attend le début d'année 2024 pour négocier, parce que nous aussi on avait lancé cette carte pour demander à ce qu'il y ait évidemment une taxe sur les super profits réalisés par l'industrie agroalimentaire, entre les augmentations qui n'étaient pas justifiées et ce qu'on appelait la shrinkflation, qui a été pas mal documentée par d'autres organisations, c'est-à-dire plus cher et moins de produits. Enfin, là, c'était le... Ouais. Il y a eu des propositions de loi, Hugo ? Ouais, il y a eu des PPL, il y en a une de mémoire de LFI et du RN qui voulait réduire contre la réduflation, en français, dans le texte. Non, je vous jure, c'est dans le texte, c'est réduire la réduflation. La réduflation, d'accord. La réduflation. Et du coup, évidemment, ni le RN ne l'a déposé dans sa niche parlementaire, ni LFI, d'ailleurs, qui sera dans 2 semaines. Et le RN avait proposé une augmentation du SMIC cachée sous une baisse des cotisations. Oui, non, c'était une hausse de 10%, je crois, des salaires. Du salaire net. Il y a une baisse. C'est ça. Et du coup, LFI leur est tombé dessus en disant oui, mais ça augmente pas le. C'est du salaire différé qui, du coup, est réduit. Donc, en fait, c'est pas une augmentation de salaire. Tout à fait. Sacha, il y a aussi, nous, on avait déjà reçu sur ce plateau des associations qui se mobilisent avec des étudiants, notamment qui font des collectes alimentaires. Toi, tu voulais nous parler aussi des sportifs. Des sportifs, oui, des sportifs, oui, c'est vrai. Je pensais pas que tu allais me lancer là-dessus. Mais bien sûr que si. Non, mais vas-y, explique-nous. La passe D. Oui, j'ai un peu pu travailler là-dessus. Et en fait, on est à 8 mois des Jeux Olympiques qui vont démarrer fin juillet prochain. Et il faut savoir qu'il y a encore une grande majorité de sportifs qui vivent et qui préparent ces Jeux et qui vivent en dessous aussi, eux aussi, en dessous du seuil de pauvreté. Et alors... Parfois, on n'en parle pas parce que justement, c'est des sportifs et des sportives et qu'on se dit que ça gagne beaucoup d'argent parce que c'est ultra médiatisé. Mais en fait, si vous enlevez les Teddy Riner ou les gens comme ça qui, eux, sont effectivement ultra médiatisés, qui sont payés par des contrats publicitaires, qui sont payés par des sponsors, les autres athlètes qui participeront aux Jeux à Paris, sous la bannière française, parfois, ils sont obligés de cumuler études, emploi et entraînement à hauteur de 20 heures par semaine pour se payer un équipement, pour se payer un entraînement de qualité, pour payer un kiné, un nutritionniste. Et c'est une précarité aussi, et c'est une précarité qui existe et il ne va pas falloir l'oublier pendant les Jeux. Alors, on nous a dit qu'il y avait des marques qui s'étaient engagées à sponsoriser certains athlètes, mais là aussi, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le plus de followers sur Instagram ou ceux qui ont le plus de médailles. Et c'est un système qui fonctionne beaucoup en vase clos, on va dire. C'est vrai qu'on n'y pense pas et on s'attend en 2024 à voir des Jeux Olympiques, donc des athlètes qui sont au summum du sport mondial, etc. Et on a du mal à imaginer que certaines et certains. Il y en a qui auront sauté des repas pour pouvoir être aux Jeux Olympiques. Et il ne faut pas oublier les athlètes paralympiques aussi, parce qu'eux sont encore plus précaires, parce que c'est des sports qui sont moins connus du grand public. Moi, j'ai souvenir d'une des plus grandes championnes paralympiques de l'histoire française, qui est Marie-Amélie Le Fur, qui est quand même plusieurs fois record de woman, etc. C'est la présidente du comité des... Tout à fait. Elle avait un job à côté. Elle bossait à EDF, donc c'était un emploi aménagé, évidemment, mais elle était dans le haut du panier. Elle devait cumuler avec un job à côté. Donc, je vous laisse imaginer les athlètes moins connus. Heureusement, on a des exceptions comme Théo Curin, etc., quadri-amputé, etc. Mais il ne faut pas oublier ces athlètes paralympiques-là. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a des places encore pour les Jeux paralympiques qui ne sont pas chers. Pour 15 balles, vous pouvez... ultra facile à prendre. Bien plus que la billetterie des Jeux Olympiques. Je vous confirme. Ils ne les ont pas donnés aux étudiants ? Aussi, ils vont en donner. Donc, il y en a toujours une partie qui sont prévues. Je ne sais pas si c'est pour les Jeux paralympiques ou pour les Jeux olympiques, mais pour les deux. Les deux, pour les deux. Et les deux, 100 balles et 2 places pour ton logement. Et vous avez des places pour des finales à 24 balles. Donc, profitez-en. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. On a aussi un autre sujet. C'est la question de la fin de vie. La loi sur la fin de vie qui avait été promise par Emmanuel. Alors, c'est un peu, ça devient un vieux serpent de mer, voire un sparadrap du capitaine Haddock qu'Emmanuel Macron a du mal à détacher de son doigt parce que il a mis, il a mis justement le doigt dans un sujet. C'est la question de la facilitation du suicide assisté.
la loi sur la fin de vie, elle était promise pour la fin de l'été. Finalement, elle arrivera en décembre. On sent que le gouvernement n'est pas méga pressé. Non. Et on sait que les opposants à la loi sur la fin de vie, eux, attendent au tournant Emmanuel Macron là-dessus, notamment le Sénat. Hugo. On se rappelle que en fait, il y avait déjà eu un texte sur la fin de vie qui avait été déposé lors du précédent quinquennat par le député Olivier Falorni, lors de la niche, alors c'était Liberté Territoire, je crois, à l'époque, le petit groupe, et l'article 1 avait été adopté malgré le blocage de 4 députés LR, donc comme quoi il suffit de 4 députés pour bloquer. On se souvient de Falorni qui s'était pris en photo avec la pile des amendements en disant le blocage c'est eux, enfin voilà. Et là effectivement pour le gouvernement ça tarde. Il y a Agnès Firmin-Lebaudot, qui est la ministre en charge de ce dossier-là, qui est du coup au personnel médical et j'ai eu un intitulé qui sort de nulle part. Et elle a dit hier en interview qu'il y aurait probablement pas de référendum sur le sujet, qu'elle n'était pas à l'aise avec un référendum sur le sujet. Oui, parce qu'on parle, on y pense, quand on parle de l'ouverture du champ référendaire à des sujets sociétaux, on pense d'abord à l'immigration parce que c'est une demande avec insistance du Rassemblement national et des Républicains, mais on ne pense pas au suicide assisté. Or, ça fait partie des sujets qui pourraient faire l'objet d'un référendum. En l'occurrence, Agnès Firmin-Lebaudot, elle dit non. Après, on commence à chaque fois, les ministres parlent, mais c'est en haut que ça se décide. Donc, c'est voilà. Mais moi, à titre personnel, en tout cas, moi, j'attends cette loi avec impatience. Je pense qu'on a beaucoup de retard sur ces sujets-là. Moi, je trouve ça indigne qu'on ait des Français qui doivent partir à l'étranger, loin de leur famille, pour mettre fin à leur souffrance. Je trouve que c'est indigne. Après, j'entends les différents arguments et justement, le gouvernement marche sur des œufs parce qu'en fait, ils essayent de contenter tout le monde. Ils essayent de faire du en même temps. C'est-à-dire que de mémoire, dans une interview au JDD avant l'ancien Attention, JDD. Voilà, Attention, le JDD historique, canal historique. Elle avait annoncé de mémoire qu'elle allait avoir, en fait, ça allait être en 3 axes. Alors j'en ai oublié un des 3, mais le premier, ça allait être sur le suicide actif. Voilà. Et le deuxième, ce serait sur le soin palliatif. On sait que les milieux palliatifs, alors c'est la SFAIP ou quelque chose comme ça, qui a fait une campagne de communication, on va dire, dans le métro avec des grandes affiches en faveur des soins palliatifs. On peut s'attendre à des débats compliqué sur le sujet. Carrément. Et je sais que c'est Philippe Pradal qui m'avait dit ça en interview. Le groupe Horizon laissera une liberté de vote à ses membres. À ses membres. Je ne sais pas ce que ça va être pour les autres groupes de la majorité comme Renaissance et Modem, mais ça va sûrement être probablement sur le sujet. En tout cas, je te confirme que c'est dans une interview aujourd'hui sur Public Sénat que la ministre Agnès Firmin-Lebaudot s'est déclarée défavorable à la tenue d'un référendum sur ce sujet, mais elle a confirmé que le sujet serait bien au menu de l'ordre du jour du Parlement. Mais d'abord, on fait 2024. passer la loi immigration pour pas fâcher la droite. Mais c'est une question. Est-ce que ça fait partie d'un package ? Est-ce que c'est le moment Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, dans les coulisses, on va en parler avec notre invité Olivier Marleix tout à l'heure, parce que ça fait partie des questions qu'on voulait lui poser. On sait qu'il y a des gens en coulisses qui manœuvrent pour qu'il y ait un accord de fin de quinquennat, de gouvernement entre les Républicains et Renaissance. Est-ce que ça fait partie du panier ? Du coup, j'ai pas la réponse. mais non, mais je pense que... En fait, ça fait 7 ans que ce gouvernement nous fait en même temps, je suis à droite et en même temps, je suis à gauche, mais prend majoritairement des mesures de droite et pointille de temps en temps avec des mesures qui sont dites un peu plus sociétales et un peu plus de gauche, en nous disant « Non, mais regardez, en même temps, on le respecte quand même ». Et je pense que ça, pour moi, cette loi-là, elle s'inscrit aussi dans la volonté d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est uniquement des lois qui sont faites pour contenter une certaine partie de l'aile gauche de la Macronie, voire une partie de la gauche qui ne sait pas trop où elle se place entre la NUPES, etc. Ils arrivent à se contenter de ça ? J'en sais rien. Non, je pense pas. Non, je pense que ça a fait illusion pendant un an et demi, peut-être 2 ans, mais maintenant ça fait plus illusion. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas eu de majorité absolue à l'Assemblée en 2022. Et moi, j'ai eu souvenir, il y a une polémique là, qui a éclaté il y a quelque temps lors d'une discussion d'une motion de censure sur Témétaï Le Gaïc, le député de Polynésie française. Il y a une polémique où on disait le gouvernement se moque. Bon, bref, pour ceux qui ont vu la séquence en direct, oui, je me souviens, on sait clairement qu'ils ne se moquaient pas parce que les députés, non, ils étaient plutôt complices. Ils étaient plutôt complices. Quand, pour moi qui ai suivi en live la séance, tu vois clairement que il y avait un effet d'euphorie parce qu'en fait, ils disaient les termes sur la position de LR. En fait, ils disaient, mais en fait, LR, ils veulent pas retourner devant
les électeurs parce qu'ils ont peur en fait de perdre leur siège. Ils le reconnaîtront jamais. Je pourrais poser la question à Marlex, il va dire non mais écoutez, mais pas du tout, monsieur, pas du tout. Voilà, nous, on n'a pas peur de retourner devant les électeurs, vous savez. Donc voilà, mais je pense qu'il y a cette vraie quinte parce que moi j'ai l'impression que LR, ils vont pas bien et qui sont en train de se PCFiser, c'est-à-dire faible, devenir minoritaire. Faible au niveau national et très fort dans certains bastions. Et il y a une vraie crainte, je le sais, à LR, de la disparition de LR au Parlement européen. Il y a des anciens députés européens qui ont... Je crois qu'il y a des chances que le LR se pète la gueule à ce point-là. Moi, je suis persuadé que ça va se jouer à quelques points près. On rappelle qu'il faut faire minimum 5% des voix au niveau national pour avoir un premier parlementaire qualifié au Parlement européen aux élections européennes. Et tu penses que LR peut tomber en dessous des 5%? Remarque, Valérie Pécresse avait fait moins de 5%. Moi, je pense mais quand tu choisis Bellamy, tête de liste, qui n'a qu'une obsession, c'est l'IVG. Et ça, on en parlera avec Olivier Marlex tout à l'heure, je pense, mais je comprends pas l'absence de tournant que prennent les Républicains en fait, en se disant là, il va falloir vraiment qu'on change peut-être notre ADN en fait. Se remettre un peu dans le droit chemin, parce que depuis les 3% de Pécresse à la présidentielle, il ne s'est rien passé. Il y a eu des réunions, il y a eu des comités, des trucs, des machins. J'ai l'impression que sur la base, il ne s'est rien passé. Et oui, les européennes vont être un indicateur clairement moi, j'ai l'impression qu'ils ont les miquettes de la liste des chasseurs. Je ne sais pas si tu en as parlé sur ta chaîne, Jean. Il y a une liste de chasseurs portée par Willy Charen et Thierry Coste, qui est un lobbyiste de la chasse, qui serait en préparation, qui devrait être annoncé, je crois, le 6 décembre de mémoire. Et ça sert des miquettes très, très, très fort, parce qu'en fait, ils pourraient gratter ces listes qui font 2, 3, 4% qui n'auront probablement pas mais qui suffisent à grappiller. Mais qui suffisent à grappiller au RN, à LR, et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Reconquête. Et la Reconquête, vu le score... Reconquête, ils vont déposer une liste, c'est sûr. Il y a Marion Maréchal Le Pen a annoncé qu'il serait candidat. Elle est tête de liste. De toute façon, pour être candidat aux européennes, si tu as les financements, et vu le nombre de sympathisants qu'ils ont, ils auront le financement. Et il suffit d'avoir, je crois, 81 noms maintenant pour avoir une liste complète. Tu as le Parti Pirate, enfin, tu as des listes qui font 3000 voix, mais qui sont candidats quand même. Il suffit d'avoir les noms. Moi, je pense très sincèrement que LR peut disparaître du Parlement européen. Ça fera très mal. Latifa ? Moi, juste une précision, Hugo, miquette. Ça veut dire quoi? Avoir les miquettes, c'est avoir peur. La peur, je savais pas. Avoir les miquettes. J'ai cru déduire par rapport au contexte, mais j'avoue, j'étais là, chasseur, miquette. J'étais là, waouh, cette prise de parole. C'est un terme de chasse, c'est la vénerie, mais très spécifique. Elle est où la miquette? C'est sur chasse et pêche ici, en fait. Exactement. On a changé la ligne édito de l'émission. Mais ouais, j'avoue, là, j'arrive dans une nouvelle émission. Mais non, en vrai, pour le coup, tout ce que j'ai à dire sur LR est très classique, c'est qu'à force de lorgner sur l'extrême droite et de se positionner là-dessus, et à part ça, de voter à peu près comme ce que propose le gouvernement. On en parlera avec Olivier Marlex, qui sera notre invité politique dans la deuxième partie de cette émission. Avant ça, on voulait aussi discuter de la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier, la manifestation contre l'antisémitisme. Plusieurs centaines de milliers de personnes, je crois 105 000 personnes ont été comptabilisées dans la manifestation à Paris. La plus grande manifestation contre l'antisémitisme depuis Carpentras, c'est ça, depuis 30 ans. Et puis on a un invité qu'on voulait inviter parce que l'émission... le défilé parisien a été émaillé, a été perturbé. Il y a eu un moment assez intéressant avec un collectif dont va venir nous parler l'un de ses membres, Jonas Cardoso, sous vos applaudissements. Salut Jonas. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Toi, tu es membre de ce collectif qui s'appelle le collectif Golem, un collectif de juifs de gauche qui s'est formé en fait seulement dès la semaine dernière, ça a été très très rapide tout ça, pour participer justement à la manifestation de dimanche, et y dénoncer la présence du Rassemblement national. Vous nous avez fourni quelques images de cette action que vous avez menée, on les regarde et on en parle juste après. Le Pen, casse-toi, les Juifs votent pas pour toi. Donc on a vu cette action, vous vous êtes fait sortir de la manif en fait. Alors on s'est fait mettre de côté, pas tout à fait sortir parce qu'on a pu reprendre ensuite, mais on a été nassé pendant près de 30 minutes
par la police française un symbole pas foufou quand on est juif et juive et qu'on veut manifester contre l'antisémitisme, quoi. C'est vrai, c'est bien vu. Donc, vous êtes un collectif, je le disais, de juifs de gauche. Quel a été votre sentiment? Comment est-ce qu'on en est venu à la création de ce collectif Golem? En fait, ça vient de plusieurs sentiments. Je pense que le premier et qui est le plus partagé au sein de ce collectif, c'est le sentiment de solitude depuis un certain temps dans les milieux de gauche, mais un peu partout, et notamment depuis le 7 octobre, parce que en fait, on n'arrive jamais vraiment à s'exprimer. On est très souvent essentialisé, très souvent silencié. On a peur de s'exprimer, et quand on s'exprime, on nous demande très vite de montrer patte blanche sur notre avis sur Israël, ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a une manifestation, une marche qui nous parle, parce que lutter contre l'antisémitisme, c'est quand même important. Et là, on voit qu'il y a le Rassemblement national, qu'il y a l'extrême droite. On ne pouvait pas laisser passer ça, on ne voulait pas les laisser manifester tranquillement. Et c'est pour ça que ce collectif s'est créé, avec des juifs et des juifs de gauche, mais aussi avec des alliés. Mais donc, c'est intéressant parce que il y a une espèce de tension chez vous. Il y avait un côté, on ne peut pas ne pas aller manifester à une manifestation contre l'antisémitisme, et en même temps, on ne peut pas aller manifester puisqu'il y a le RN qui va manifester. C'est cette espèce de contradiction, cette tension qui vous a donné envie de dire, on va y aller, mais on va bordéliser le cortège du RN. C'est ça. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes à gauche qui nous ont reproché, en tout cas qui m'ont reproché, qui m'ont dit, mais vous marchez avec l'extrême droite. J'ai dit non, moi je marche contre l'antisémitisme, et si je marche contre l'antisémitisme, je marche contre les antisémites, quels qu'ils soient, et s'ils sont à cette marche, je vais agir contre les antisémites. Donc pour moi, c'est une logique en fait, ça va avec. Si je marche contre l'antisémitisme, il faut agir contre les antisémites, et là en l'occurrence, on en avait un certain nombre sous la main, donc on a pu agir avec cette action que vous avez vue. Qui est-ce qui vous a rejoint? Vous êtes combien aujourd'hui? Ça représente quoi, votre collectif? Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 200 dans un groupe WhatsApp, mais c'était assez informel, on est en train de se structurer. L'objectif, c'est de devenir une maison pour les juifs et les juifs de gauche qui ne se sentent pas représentés, qui se sentent seuls, soit dans leur organisation syndicale, soit dans leur association, soit dans leur parti politique, et de continuer un certain nombre d'actions populaires, joyeuses, contre l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent. Sacha? Tu parles depuis le début des juifs et juives de gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est difficile en ce moment, surtout en ce moment en fait, et aussi est-ce que vous allez accueillir tout le monde, je suppose, dans ce collectif. Il n'y a pas de... Oui, alors d'abord, pourquoi c'est difficile, plus particulièrement quand on est à gauche? Parce qu'en fait, la gauche, historiquement, est censée se saisir de la lutte contre l'antisémitisme. Je veux dire, depuis l'affaire Dreyfus, c'est censé être un de ses penchants les plus importants. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On voit des silences, on voit des ambiguïtés, et on voit même des propos antisémites, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'à la France Insoumise, et dans d'autres partis d'extrême gauche, il y a des personnes qui tiennent des propos antisémites. Mais on voit pas la gauche se lever contre cet antisémitisme. Ou alors juste dire, l'antisémitisme, c'est pas bien, mais ne pas arriver avec des propositions politiques, des plans d'action forts, de la formation. Et donc, en plus, on est à gauche plus naturellement pour la question du peuple palestinien, plus attaché à dénoncer le gouvernement israélien. Mais quand on est juif, il y a toujours une petite suspicion. Donc en fait, tu es en train de nous dire que vous êtes coincé entre la gauche qui ne vous soutient pas et les gens qui vous demandent de vous justifier de tout et n'importe quoi, et de la politique d'Israël notamment. C'est ça. Et de l'autre côté, ceux qui disent lutter contre l'antisémitisme, c'est la droite, l'extrême droite, qui en fait est juste une meilleure façon de taper sur l'immigration et sur les musulmans. Moi, je ne veux pas d'eux. Je ne veux pas que ce soit eux qui luttent contre l'antisémitisme. Je veux que ce soit mon camp politique. Mais pour ça, il faut s'en saisir. Et parfois, on sent que c'est un peu compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'on donne une continuité au collectif. Latifa? Ouais. Oui, moi, juste de dire que du coup, ce collectif-là, et de voir qu'il y avait des gens qui se mobilisaient contre l'extrême droite dans ce rassemblement contre l'antisémitisme, ça a fait du bien à voir, quoi. Enfin, moi, en tant que personne, ça m'a fait du bien de voir ça, parce que c'est pas une marche... je suis pas allée à la marche, et c'est pas une marche où j'allais me sentir bien d'aller, très sincèrement. Parce que le RN? Oui, parce que le RN, parce que Reconquête, parce que je suis une personne musulmane aussi, et que forcément, c'est pas ça. C'était pas... je me voyais pas en fait marcher à côté de ces gens-là, de près ou de loin, surtout vu toutes les déclarations auxquelles on a assisté en plateau ou ailleurs ces dernières semaines. Et moi, j'avais une question sur cette solitude à gauche pour
pour certains juifs et juifs de France. Et il y a d'autres collectifs à gauche, etc. Et comment un peu la ligne a été définie, parce que je vois des gens parler de Tzedek, par exemple, dans le chat, ou alors d'autres. Un collectif aussi de juifs qu'on a pu voir et de juifs sur les réseaux où je pense que c'est une ligne de démarcation qui est un peu compliquée sur la question coloniale en fait, et comment comment vous êtes positionné là-dessus, et est-ce que ça fait l'objet de réflexions, et oui, voilà, c'est une question que je me posais. Alors, Jonas. d'abord, on a dans notre collectif des gens qui viennent aussi de mouvements de juifs de gauche qui existaient déjà. Je pense à Orage ou aux juifs et juifs révolutionnaires que je salue, qui nous ont beaucoup aidés. Oui, qui ont été actifs depuis plusieurs semaines déjà, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Exactement. Et ensuite, nous, on dit qu'on lutte contre l'antisémitisme et qu'en fait, le reste, c'est pas notre sujet. Moi, j'ai pas envie de dire je défends un juif ou je lutte contre l'antisémitisme, parce qu'en fait, lutter contre l'antisémitisme, c'est pas juste défendre les juifs, c'est lutter contre une discrimination, c'est essentiel. Mais que s'il n'est pas d'accord avec Netanyahou, ou que si il est absolument clair sur la politique d'Israël, ou alors que s'il me dit qu'il est antisioniste. Non, moi, ça, je ne peux pas accepter. On ne peut pas accepter. Et pourquoi pas de Tzedek ? Pour nous, en tout cas pour moi, Tzedek, c'est un collectif avec qui je n'ai pas du tout d'atome crochu, parce qu'ils défendent des thèses qui sont des thèses utilisées par les antisémites. Le philosémitisme d'État est une thèse antisémite qui est soutenue par Tzedek. Et que Tzedek... Tu peux nous expliquer ce que c'est le philosémitisme d'État ? En fait, pour le dire très simplement, c'est de dire que la minorité juive serait privilégiée par l'État, serait plus défendue que les autres. En France. En France, mais en fait, c'est un peu... en fait, c'est une façon de dire, voilà, on voit qu'il y a des policiers, par exemple, devant les synagogues qui protègent les juifs. À regarder, l'État protège les juifs, et ça va avec ce grand complot qui existe depuis toujours, que les juifs sont proches du pouvoir, etc. Alors donc ça, c'est ce qui vous éloigne de ce collectif Tzedek ? C'est une des choses qui nous éloigne. Il y en a beaucoup d'autres, mais je veux dire, la question n'est pas de taper sur Tzedek, ou voilà. Oui, voilà, parce que là, du coup, ils ne sont pas présents. Voilà, ils sont pas présents. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes, à gauche et à l'extrême gauche, qui disent « Non, mais regardez, on a Tzedek avec nous, donc on ne peut pas être antisémite. » Non, c'est pas parce que vous parlez avec des juifs ou que dans vos manifestations, vous avez une banderole où il y a écrit « Juifs décoloniaux », que c'est pas pour ça que vous avez des propos ou des tropes ou des biais antisémites. Oui, Hugo, toi, tu étais à la manifestation dimanche ? Oui, j'étais à la manif avec fierté, j'assume, parce que je suis goy, moi, je ne suis pas juif, mais j'ai des amis qui le sont, et comme tu l'as bien dit, qui en soi, le conflit israélo-palestinien, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils ne sont pas sionistes, etc. Eux, ils ont peur. C'est juste ça, ils ont peur. Et donc, j'y suis allé pour cette manif. Qu'est-ce que tu as vu alors sur place ? En fait, il y avait 4 cortèges, pour résumer, entre guillemets. Tu avais le premier cortège qui était le cortège gouvernemental avec François Hollande, Elisabeth Borne, etc. etc. Tu avais le deuxième gouvernement qui était le cortège parlementaire, en gros, où il y avait les élus. Et le troisième cortège qui était le cortège grand public, où tu avais... 100 000, où il y avait le gros des 100 000 personnes, pour résumer. Et tu avais en queue de cortège, vraiment tout à la fin, alors toi, tu as peut-être des chiffres plus précis que moi, mais je pense 100, 200, 300 personnes de Reconquête, du RN, de la LDJ, considérée, je rappelle, comme une organisation terroriste dans certains pays, qui étaient présents. Et en fait, quand le gros du cortège est arrivé au Sénat, Marine Le Pen était encore à l'Assemblée nationale. Tellement il y avait de monde, et c'était bien séparé. Moi, je suis resté jusqu'à la fin, par curiosité journalistique. Ce que tu dis, c'est qu'il y avait un cordon sanitaire de fait qui s'est fait. Il y avait le RN était à la fin, comme l'eau et l'huile. Voilà, il y avait une séparation quand même. Okay. Le cortège RN et LDJ étaient relativement encadré. Il y avait même dans les cordons sanitaires, entre guillemets, le service d'ordre du RN qui faisait vraiment un cordon. Il y avait en gros le RN vraiment tout à la fin. Je ne sais pas si Reconquête a manifesté ça, en tout cas jusqu'au bout. En tout cas, je n'ai pas vu Éric Zemmour. Et il y avait ce cordon de la sécurité et la LDJ devant. Moi, j'ai fait me faire casser la gueule par la LDJ parce que j'ai commis l'outrage, parce que j'étais énervé. Vraiment, ça m'avait énervé certaines déclarations qui avaient été faites dernièrement, notamment Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite de Jordan Bardella, qui est une ineptie. Je l'ai interviewé, Jean-Marie Le Pen, je peux confirmer, il est antisémite, il n'a jamais regretté ce qu'il a dit, etc. Et voilà.
Il était même choqué que les jeunes soient choqués qu'on soit choqué de ce qu'il ait dit. C'est vous dire la pathologie du monsieur. Et en fait, moi j'ai crié Le Pen, Lousteau, on n'oublie pas. Je l'ai crié 3 fois en partant. Et il y a un jeune homme qui vient m'insulter dans des termes très fleuris. Je présume qu'il était de la LDJ, puisque la LDJ a agressé... La LDJ, c'est la Ligue de Défense Juive. C'est ça, la Ligue de Défense Juive, tout à fait, qui a agressé un jeune homme en bicyclette qui avait crié, je crois... Le Pen non merci ou Le Pen casse-toi, qui l'ont molesté au sol. Et ce monsieur vient m'insulter et me menace frontalement. C'est intéressant parce que toi, tu nous dis que dans le cortège, donc, il y avait une séparation comme entre lui et l'eau avec le RN qui était tout à la fin et qui était quelques centaines de personnes, pas plus, face à une marée humaine de plus de 100 000 personnes. On a quand même vu les positionnements se mettre en place. C'était assez intéressant. On a vu, par exemple, Elisabeth Borne renvoyer la France Insoumise en dehors de l'arc républicain après le 7 octobre. On a vu Serge Klarsfeld dire qu'il fallait se réjouir de la place du RN dans une manifestation contre l'antisémitisme. Comment est-ce que toi, Jonas, tu identifies ce nouveau paysage politique autour de la question antisémite ? Je pense que l'antisémitisme est la bonne excuse pour chacun. En fait, oui, je veux dire, moi, pour M. Klarsfeld, j'ai un immense respect pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Après, tomber dans le piège de dire que le RN, c'est OK, je veux dire, pour préparer l'émission, je voulais me faire des petites notes de qui est antisémite, qui est négationniste au RN. Ça m'a pris tellement de temps. Il y en a trop. Ouais. Et d'ailleurs, j'invite à regarder la vidéo de Blas qui est sortie très récemment avec Salomé Saké qui présente certains personnages du Rassemblement national. Je veux dire, c'est pas juste du passé, c'est un héritage. Et un héritage, on le garde, on le conserve, on l'entretient. Et c'est exactement ce qui se passe au RN aujourd'hui. Il y a, par exemple, pour un seul exemple, aujourd'hui, sur les bancs de l'Assemblée nationale, il y a M. Boccaletti, qui a tenu une librairie négationniste et antisémite, dont le nom fait référence à Charles Maurras, qui était lui-même quelqu'un qui revendiquait l'antisémitisme d'État. Et qui a fait de la prison aussi pour violence avec armes au moment où il coulait des affiches, etc. Latifa ? Moi j'ai une question. Est-ce que vous attendiez à cet accueil, entre guillemets, en créance collective et la manière dont vous êtes arrivé, ou vous êtes dit que ça allait, que ça allait globalement bien se passer Non, alors... Je sais pas, j'avoue, des fois, moi, je suis. J'ai déjà eu un peu naïve, d'expérience avec le service d'ordre de M. Zemmour. En général, on n'est pas très bien accueillis. Après, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est ce moment avec la police. Oui, On laisse marcher tranquillement, défiler tranquillement. On protège des antisémites à une marche contre l'antisémitisme. On les protège de juifs. De juifs, voilà. Et ensuite, une fois qu'on était dans la marche, il y a des gens qui disaient « Ah, c'est pas le moment, etc. » Mais une fois qu'on discutait avec eux, qu'on leur rappelait certains éléments, en fait, on voyait que vraiment les personnes comprenaient. Lesquels ? Pour le coup, juste pour... Des juifs, okay. Des gens qui étaient là pour la marche, vraiment des gens dans la foule. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous applaudissaient, qui nous rejoignaient. Je pense vraiment qu'il y a des gens... Et ensuite, sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de messages aussi de personnes qui nous ont dit « Ça nous a fait du bien de voir ça. » Mais après, évidemment, on n'attendait pas que le RN... nous accueille correctement, c'est pas dans sa façon de faire. Sacha ? Moi aussi, je suis de confession juive et autour de moi, surtout les jeunes, je vois beaucoup de jeunes qui se dirigent justement vers Reconquête et le Rassemblement national. Je me posais la question en esquivant un peu tout l'héritage dont tu parlais. Et vraiment, ça m'effraie en fait. Ça m'effraie et on sait qu'en 2022, plus de 50% des Français d'Israël ont aussi voté pour Éric Zemmour. Et je trouve ça terrifiant parce que Éric Zemmour a tenu aussi des propos négationnistes, notamment sur Pétain. Et son entourage. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre toi comme message à ces jeunes ? Et est-ce qu'avec le collectif, vous avez prévu de faire de la vulgarisation de l'extrême droite, par exemple, ou de l'éducation à l'extrême droite, je sais pas, mais faire comprendre que c'est pas anodin ce qui s'est passé. Jean-Marie Le Pen n'est pas anodin. Jean-Marie Le Pen a toujours c'est toujours imprégné au sein du RN, au sein de Reconquête, cet antisémitisme-là, pardon. C'est une longue question. Mais... C'est pas un détail de leur histoire, l'antisémitisme, c'est sûr. Bien dit. Oui, un message à faire passer... c'est en fait, faut comprendre ce que c'est. Faut aussi dire que la gauche peut lutter contre l'antisémitisme, parce qu'en fait, oui, on peut dire n'allez pas chez eux, mais il faut qu'il y ait une alternative.
Je suis convaincu que la gauche est une alternative parce que ça va dans l'antiracisme, en fait. Ça va dans la lutte contre les discriminations. Et est-ce que dans le collectif Golem, on a cet objectif ? Oui, on va faire des collages, on va faire des infographies. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. On est en train de se structurer, de discuter. Mais c'est évidemment aussi un enjeu de rappeler que à l'extrême droite, c'est inné, c'est intrinsèque, l'antisémitisme. Tu veux dire que l'antisémitisme à gauche, c'est par accident, alors qu'à droite, c'est intrinsèque ? Non, je te pose la question. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ce que toi, tu as pu voir dans des collectifs de gauche, voire d'extrême gauche, d'antisémitisme ? Est-ce que tu as des exemples ? Est-ce que tu as des témoignages ? Déjà, il y a la grande thèse du nouvel antisémitisme à gauche. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. L'antisémitisme, c'est le même depuis des millénaires. C'est juste qu'on le réactive de façon différente. D'accord. Enfin, je veux dire, C'est pas un néo-antisémitisme. il n'y a pas un néo-antisémitisme. Les lieux de production de l'antisémitisme majoritaires ont, pour beaucoup, été à l'extrême droite. Ouais. Ensuite, ils sont réactivés, repris à gauche de différentes façons. Évidemment, il y a le sujet du conflit israélo-palestinien, mais pas que. Par exemple, considérer que les juifs ou que la lutte contre l'antisémitisme ne pourrait pas être tout à fait dans l'antiracisme parce que les juifs sont des blancs qui seraient bourgeois ou privilégiés, ça, c'est des choses qu'on entend à gauche. Le fait Des trucs que tu as entendu, toi ? Alors, oui, que j'ai vu dans des tweets, que voilà. Ouais, Et sinon, c'est des clichés qui reviennent quand même très Ouais. régulièrement. En plus, les juifs qui sont tous dans les médias, qui contrôlent l'économie mondiale. Enfin, exactement. ça Et revient. aussi le fait qu'on serait, par définition, sioniste, défenseur de l'État d'Israël, et donc qu'on ne pourrait pas être allié de la gauche. Ou alors que, comme on a de l'argent, on ne peut pas vraiment être anticapitaliste. Enfin, je veux dire... Ça, c'est des tropes antisémites, ça, clairement. C'est gros comme une des maison, tropes ouais. antisémites, en fait, ils sont partout dans la société. Ils ne sont pas particulièrement à gauche. Enfin, je veux dire, ils sont dans toutes les couches. Et on le voit d'ailleurs quand il y a des sondages sur la porosité aux préjugés antisémites. En fait, le parti qui en a le moins dans le dernier sondage de l'UEJF, c'est Europe Écologie Les Verts. C'est pas facile à C'est le parti expliquer. dans lequel tu es, toi, je crois. C'est le parti dans lequel je suis moi. Mais en fait, les deux endroits, les deux pôles où c'est majoritaire, c'est, en tout cas dans les partis où ça a été testé, c'est l'extrême droite et la France insoumise pour les préjugés antisémites. D'accord. L'antisémitisme, il est partout, à des seuils très inquiétants, et il faut le combattre partout. Moi, j'entends Latifa. ce que tu disais au début, que le collectif s'est créé pour lutter contre l'antisémitisme, on va dire, sans préalable, en fait, sans dire, voilà, telle personne juive a telle ou telle position. Par conséquent, notre soutien va différer par rapport à ça. Mais comment on compose après avec la réalité actuelle, en fait, sur... Là, on a beaucoup parlé d'importation du conflit et tout, mais comment on compose avec ce qui se passe actuellement et aussi parfois quand tu disais sur les valeurs de gauche où forcément on peut pas être antisioniste où on est forcément on défend l'État d'Israël, etc. Enfin, je sais que c'est des questions compliquées qui sont vraiment voilà, encore une fois sur la question coloniale, etc. En Palestine et en Israël. Mais ouais, est-ce que ça a fait l'objet de discussions avant vous sur ce positionnement-là ou pas et comment on traite ça en fait, parce qu'on peut évidemment pas complètement exclure le fait qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont des propos antisémites ou commettent des propos antisémites parce que dans leur esprit, c'est très lié à la politique de l'État israélien ou d'extrême droite de l'État israélien. Mais comment on traite avec cette réalité-là, en fait, qui est bien existante, surtout quand on voit là toutes les condamnations ou les premières comparaisons sur des propos antisémites, etc. Il y a beaucoup de gens qui amènent sur la table ce sujet-là. Oui, déjà, c'est malheureux parce j'ai envie de dire... quelqu'un qui est victime d'actes antisémites en France, c'est de la faute de la personne qui a commis l'acte antisémite. C'est pas la faute d'Israël, c'est pas la faute de ce qui se passe là-bas, etc. Mais ensuite, évidemment que c'est un sujet. Il faut faire de la pédagogie. Il faut accepter aussi d'entendre qu'une personne juive peut être sioniste et que c'est pas pour ça qu'elle peut pas être de gauche ou que c'est pas pour ça que ça peut pas être un allié. Parce que d'ailleurs, le sionisme et l'antisionisme sont des termes qui sont énormément dévoyés. Aujourd'hui, il y a une bataille d'images, il y a une bataille de mots. Et quand on voit que des personnalités politiques mettent de l'huile sur le feu en disant que, par exemple, une marche contre l'antisémitisme, c'est une marche des soutiens inconditionnels à Israël. Non, je veux dire, moi, je ne suis pas un soutien inconditionnel de Netanyahou. Et il y a beaucoup de gens dans le collectif Golem qui ne le sont pas du tout. Et pour autant, on est allé marcher ce dimanche. Enfin, il faut arrêter de tout mélanger. Et quand le sujet vient sur la table, être capable d'expliquer que, voilà, chacun peut avoir certaines positions sur le conflit israélo-palestinien, etc.
la ligne, j'ai envie de dire quand même, ça serait de dire que on évite les victimes civiles, etc. Enfin, ça devrait être quand même la mais base. comme la colonisation et le sujet colonial, même s'il a des différences pour la situation israélo-palestinienne, est quand même quelque chose de assez, une colonne vertébrale pour une certaine gauche, quoi. Oui, mais enfin, je veux dire, ça n'empêche pas de lutter contre l'antisémitisme. Ça n'empêche pas. Et je veux dire, on ne doit pas attendre de quelqu'un. En fait, c'est de l'essentialisation. C'est le terme. C'est que quand on rapporte quelqu'un pour ce qu'il est au conflit au Proche-Orient, mais que ce soit des musulmans, des arabes ou des juifs, c'est de l'essentialisation. Et nous, on veut dire, il n'y a pas de compétition entre est-ce qu'on doit dire que ce juif-là, il a une meilleure position, ou ce musulman-là, il a bien condamné les actes du Hamas, etc. Non. Enfin, je veux dire, on n'est pas fait, par tributaire. exemple, Éric Zemmour, hier ou aujourd'hui, en ramenant tous les musulmans de France au conflit israélo-palestinien, en disant tous les musulmans doivent se désolidariser du Hamas. Sinon, c'est ça, l'essentialisation, c'est ramener une identité à une position. Je précise juste un truc à préciser. Tout à l'heure, tu as parlé d'une enquête qui a été faite sur les différents partis politiques et l'antisémitisme parmi leurs sympathisants. C'est l'UEJF, la source Alors, c'est le sondage de l'UEJF qui avait fait grand bruit sur les 91% d'étudiants victimes. Auprès du Figaro, non c'était peut-être ça, mais je crois que c'était l'UEJF. Mais non, Ipsos. Ipsos. Là, c'est Ipsos, c'est pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est ce que je voulais juste... en fait, il y en a plusieurs. En fait, il y en a plusieurs et on voit que c'est souvent à peu près les mêmes chiffres, mais ils font en fait ils testent sur différentes populations, ils font un large sondage et notamment sur la porosité aux préjugés antisémites selon les sympathisants politiques. Justement, j'ai des chiffres là-dessus par rapport à ça. Justement, c'était par exemple à la question est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation les Juifs ont un rapport particulier avec l'argent, par exemple, qui est un cliché antisémite commun l'électorat DLF Rassemblement National Reconquête, on est à 52%. Chez LR, on est à 46%. PS, 26% de d'accord. Et à LFI, on monte à 49%. Et il y a d'autres chiffres. Ça, c'était cette enquête pour la CNCDH. C'est ça. Là, il y en a un autre, c'est les Juifs ont trop de pouvoir en France, qui est aussi un grand cliché, etc. Au RN, on est à 25%, ALR, 19%, LFI, 36%. Donc, il y a des tropes antisémites où l'électorat insoumis a répondu en faveur. Après, il y a d'autres, évidemment, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi certaines réponses où LFI est dans la norme des partis républicains, etc. etc. C'est les exemples que tu as donnés, c'était là-dessus. C'est ça, c'était sur les tropes antisémites. Il y a le directeur, je crois, de recherche de l'Ipsos, Mathieu Gallard, qui a fait un thread très intéressant là-dessus sur son compte Twitter. On ne va pas donner tous les chiffres, mais si vous voulez aller voir, et le dossier fait 350 pages de l'Ipsos, si vous avez envie d'aller lire. C'est sur tout le racisme Dernière question pour toi, Jonas. C'est quoi l'avenir du collectif Golem ? On l'a dit, c'est né à peine la semaine dernière. Vous rencontrez un succès important en ce moment. Vous allez vous transformer. Vous allez faire quoi ? D'abord, on va dormir. et ensuite, on est en train de se structurer. On a des premières réunions toutes et tous ensemble ou en non-mixité avec uniquement les Juifs et les Juives qui sont dans le collectif qui vont arriver. Et l'objectif principal, c'est de l'action. C'est se retrouver, que ce soit des moments festifs ou des moments de militantisme, pour aller dénoncer l'antisémitisme où il est, quel qu'il soit, et évidemment rappeler que l'extrême droite ne peut pas lutter contre l'antisémitisme, que l'extrême droite est antisémite, mais aussi dire à nos alliés, à nos copains-copines de gauche, faites attention, arrêtez de minimiser, arrêtez de dire que ça n'existe pas, arrêtez de dire que c'est pas vrai. Là, je l'ai vu un peu passer dans le chat, beaucoup qui disaient « ouais, mais non », ou montrer aussi que LFI sont blancs. En fait, c'est pas la question. On n'est pas en train de faire un concours qui est le plus ou moins antisémite. On est en train de dire qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. Et le premier préalable à ça, c'est d'accepter de le voir, même quand c'est devant sa porte. Merci. Jonas, il y a quelqu'un qui demande dans le chat, le collectif n'est pas ouvert qu'aux personnes de confession juive. Non, alors c'est encore en discussion, mais pour l'instant, c'est ouvert à toutes et tous. Après, évidemment qu'on veut que ce soit des juifs et des juives qui prennent les décisions importantes. Des personnes concernées, parce que sinon, on retombe dans des travers que beaucoup d'organisations puissent avoir, et surtout, je crois que ça fait un grand bien à beaucoup de personnes juives et juives qui ressentaient cette solitude dont je parlais au début, de pouvoir se retrouver avec des gens qui pensent comme eux. Merci beaucoup, Jonas Cardoso. Avec vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur le plateau de Baxi. Je te laisse quitter le plateau. Merci à toi. Chers amis, on continue cette émission et on enchaîne avec le jeu à la con. C'est parti pour le jeu à la con.
Oh waouh. Ouais. Alors, le jeu à la con, comme les semaines précédentes, Hugo, ça va être la première fois pour toi. On va jouer au jeu. Je sais toujours pas comment on l'appelle ce jeu, le jeu du petit papier, le jeu du. Le post-it. Ouais, le jeu du post-it. Vous regardez votre feuille discrètement, sans que vos voisins puissent, voir, puisque vous avez les personnages qui sont ceux des 3 autres membres du plateau, pas le vôtre. Est-ce que je suis Léna Situation? Alors, attends, il faut que je me le mette comme ça. Regarde, je vois Jean, Merde, cache ta feuille. tu vois. Non mais oh. Ok, d'accord. Ah bah d'accord. Est-ce que je suis un homme? Ouais. Oui. Merde, D'accord. Est-ce que je suis un homme politique? Ouais. Oui. Tu fus. Est-ce que je suis vivant? Oui. Tu es. A priori. D'accord. Est-ce que je suis retraité de la politique? Tu es. Je suis retraité de la politique. Oui. Tu es. D'accord. Tu es. J'ai été élu. Tu. Ah, j'ai un doute. J'ai un gros doute. J'ai un doute. J'ai été ministre. Mais tu as des membres de ta famille qui l'ont été. J'ai été ministre. Est-ce que je suis de droite? Ça prête à débat. Ah, vous êtes chiant. Tu es en même c'est temps. reparti. Ouais. Ok, d'accord. Je suis macroniste. Probablement. Ok, allez-y à vous. Est-ce que je suis un homme? Oui. Ok. Ouais. Mort aussi, ou vivant? Pardon. Pardon, non, j'avais demandé si j'étais un homme aussi, comme ça on l'a fait. Oui, t'es un Oui. homme aussi. Est-ce que je suis un homme? Oui. Ok. Ouais, c'est inclusif ce soir. Il n'y a que dis des donc. bonhommes ce soir. C'est festival de la saucisse. Est-ce que je suis dans la politique? Oui. Oui, Je suis dans la politique aussi. Oui. Oui. pareil. Française. Même question. Oui. Ouais. Toi, t'es plus sur le déclin quand même. Hein. Ah ouais. Est-ce que j'ai été ministre? Non. Non. Est-ce que j'ai un mandat en cours? Non. Non. Ok. Ouais. Non. Un peu trop sincère celui-là. J'ai envie de demander si je suis Manuel Valls. Ah, ça pique. Non. Purée. Moi je suis. Je me situe où politiquement? Ah non, ça marche pas comme ça. Tu Comment penses ça? oui ou Est-ce non que je suis de droite? Ok, est-ce que je suis d'extrême droite? Non. Est-ce que j'ai plus de 3 lettres dans mon nom? Non. Non. Ouais, j'ai compris la logique, c'est bon. Ouais, moi. Ah. Est-ce que je serais d'accord? Moi, est-ce que je serais d'accord avec moi-même? Hein? Est-ce que je serais d'accord avec mon. Ah non. Plus maintenant. C'est la bonne réponse. Bah, c'est Manuel Valls. Non. Je crois. Ah, la douleur de savoir qu'un jour, peut-être, j'ai été T'imagines? d'accord avec Mais Manuel je crois que tu vas Valls. pas être très contente non plus. hein. Est-ce que je suis sénateur? Non. 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 Donc député. Oula, tiens, c'est une bonne question ça. Attends. En mode, il n'y a que 2 options. Si t'es pas sénateur, c'est député. si je suis politique, je suis pas ministre. Je suis... Non, t'es pas député. Hein. Non. Je suis... Alors, Non, attends, t'es pas si je suis député. politique, je suis pas ministre, je suis pas député, je suis pas sénateur, je suis quoi? Bah non, mais il y a plein de. Ah, tu peux être politique, un peu ça- conseiller Ça municipal. va, les institutions là. Oui, bah ça va. On dirait Jean Massier là. Un Non, peu, de mais- respect, un peu de respect pour nos élus locaux. Ben, je respecte. Monsieur le maire. Voilà. Est-ce que je suis actuellement ministre? Non. D'accord. Ah non, moi je suis pas ministre, je suis en déclin. Non. Quoique, dans ce gouvernement. Oh, ouais, tu me diras. Non, Je mais suis- là, c'est aussi la vieillesse, toi qui tapes. Je suis toujours en poste. Ah ouais, je suis sénile. Non. Attends, putain. T'es toujours en poste. C'est. Oui, je crois. Attends. Est-ce que je suis Cédric O? Oui. Attends, Feu ministre du numérique. je suis plutôt à droite. Oui. Oh oui. Oula. Oh, t'es en drift même. Hein. T'as pété les plombs, toi. Hein. Ouais. Attends, en moins de 3 lettres. Ok, attendez, un moi, en 3 En fait, là, je viens de me rendre compte que je me suis trompée de personne pour Sacha. Mais non. Après, ça. Oui, je sais pas, j'ai pensé à quel. Paf, en moins de 3 lettres. Non, regarde pas. Non, je regarde celui de Sacha, celui de Ah Sacha. oui, celui de Sacha. Oui, celui de Sacha. Attends, non. Eh, je le connais pas, celui de Sacha. Je connaissais un ancien, un autre. Je suis bête. Ah, tu le connais pas, mais je vais pas le connaître moi non plus. Alors. T'es pas en politique, Sacha? Ah, je suis pas en politique. Non. Je suis facho. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ils t'ont pas gâté pour ta première. Le Hein. Pen. Non. Le père. Non. Attends, un facho en 3 lettres. Attendez, moi je Ouais, suis il y en a un. Ouais, il y en a un. Franchement, moi, je suis élue au moins. Non. Waouh. Mais attendez, si je suis pas une personnalité politique, je fais quoi dans la vie?
Je sais pas, pose des questions. T'es conseiller, tu conseilles. Je conseille. Et t'es développeur. Je conseille qui Je vais avoir des fais pas que problèmes. La conseille. présidence de la République Tu t'as sûrement déjà fait. T'es aussi devant des caméras. Ouais. Oh non. Oh, Est-ce que je suis sur CNews? Non. Non. Attends, mais moi je bug là. Attends. Mais pas franchement, chaud. moi je suis un vieux sénile, quoi. Ouais, le- le sénile. Mais il y en a trop. Qui a une trajectoire politique. Gérard intéressante. Larcher Non. Ah non, parce qu'il est pas en mais, déclin, lui. Il est pas en déclin. Est-ce que Je suis Alain Duhamel. Non. Non. Est-ce que je suis toujours élu? Non, mais je crois que... Non, mais t'es pas élu. Non, toi. t'es pas Arrête élu. avec la Jamais été notion élu. d'élection. Je suis pas sûr J'ai qu'il pas ait été élu. Est-ce que je suis dans le sud de la France? Non. Non. Dans le nord? Je crois pas. Oui. 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 Dans le nord, en Monte 3 bien. lettres, un facho? Bah, il y en a pas beaucoup. Bah, Enfin, il y en a de plus en plus, mais Attends, malheureusement. ouais. En moins de 3 lettres, un Mais je facho? crois que tu cherches trop du côté du Front National, du Rassemblement National. Ah, c'est Reconquête? Ouais. Ça a switché. Ça a switché. C'est a pas le switché. seul. La ligne c'est pas est le seul. poreuse. C'est pas le seul. La ligne est poreuse. Attends, en 3 Vous lettres. avez compris que le Mais j'ai thème, compris. c'était des noms très très courts. Vardon. Mais oui, mais Non, moi, Vardon, j'en ai c'est pas pas. en 3 lettres. Attends, Je suis sur BFM. Non, Non. t'es haute part. Tu, Mais tu- si tu- c'est pas... Mais Attends, t'es sûrement elle- déjà passé elle sur s'est- BFM. tu as déjà partagé le micro avec Sacha Beckerman. Oh putain. Putain, attends. Moi, Ah je. oui, c'est pas des noms courts, c'est des lettres de l'alphabet. Mais oui, c'est Dans leur ça. lettre. Mais c'est pour ça que ça me fait bugger Oui, c'est ton vrai. truc. Je vois pas, moi. Moi, c'est Cédric O. Un facho avec une lettre. Après, une lettre de l'alphabet, ça peut s'écrire de plusieurs manières. Mais ouais, moi, Phonétique. franchement, ça ne Bah me oui, vient bah pas oui. du tout à l'esprit. On a partagé le plateau sur Backseat. Ouais. Attends, merde. S'il te plaît, Sacha. C'était la première saison, certes, mais enfin J'ai- quand même. j'ai- C'était la première saison. Ouais. Allez, rappelle-toi. Il y avait qui Tout au cours du plateau? Non, Il y j'étais avait chez LR Pouille, il y avant. avait ou pas Hidalgo. Non, t'as. Taubira. J'étais au RN. Cherche pas du oui. côté des invités. Putain, mais attends, RN. Je suis en train de me faire tout l'alphabet dans ma tête. Je suis en train de me taper tout l'alphabet pour. Toi, t'as été communiste. Fut un temps. Ouais, il y a bien longtemps. Ouais, fut un temps, ouais. Ah, ouais. On va dire que t'as vrillé Attends. aussi en drift, toi aussi. Hein, T'as- mais toi, c'est plus inattendu. Les fachos entre eux, ça va. Mais là, c'est. Qui Là, il y a des gens qui Quelqu'un sont a dit qu'avant retournés dans j'étais leur tombe. d'accord avec lui, mais à quel moment j'ai dit que j'étais communiste? Non, on a dit. C'est qu'on un était trop scandale. d'accord avec lui. Humaniste, la main sur le cœur, enfin voilà. quoi. Oh là là, mais moi on me dit communiste avant. Enfin non, il est encore vivant. Oui, Ouais. il t'embrasse d'ailleurs. J'en sais, je suppose. Oh la vache, vous galérez, hein. Ouais. Attends, moi, ça me rend fou. Attends, moi aussi, là, c'est En compliqué, Reconquête. là. Franchement, je voudrais pas Ça, faire, mais toi c'est Il facile. était chroniqueur sur Backseat. Attends, c'est un journaliste. Gaspard Non, c'est un politique. Mais Gaspard. attends, Un politique. Alors avant, tu galérais, mais de ouf. Gaspard G. Lettre de Ah oui, l'alphabet G. d'accord, Gaspard Gaspard G. G. Mais non, Ok. c'est pas Ravier. Ah, c'est Eh ben moi, tu sais, je pensais à Gaspard Ganzer. Non, c'est pas Ah bah, Gaspard Ganzer, non. Ganser, Non, c'est oui, pas le même. Non, non. c'est une lettre. Mais moi au début, je pensais que c'était lui. Et donc j'étais partie là-dessus. J'étais Bon, là, toi, oh, si à je te dis l'ancienne. vieux qui a été communiste. En une. Robert Rue. Putain, la honte. La honte. Comment est-ce qu'on peut t'aider, Hugo? Je suis désolé. Oui, un facho, un nom de famille en 3 lettres qui phonétiquement donne une lettre de l'alphabet. Et qui est passé du Rassemblement Qui National est passé du à RN Reconquête. à Reconquête. Dans les Enfin, hautes strates du Mais Dans dans le les- Nord, quoi. Entre la lettre A et la lettre C. Ah, même là. Ah là, Non, je- abuse pas, abuse pas. B. Mais il y a qui? Nicolas Bay, voilà. Ah ouais, c'était compliqué ce Je suis soir. trop bête. Mais Chers oui. amis, on arrive déjà à la fin de la première partie de cette émission. Dans la deuxième partie, on va recevoir notre invité politique de la semaine. Il s'agit du président C'était LR, dur. du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix. Avant ça, on met une petite page de pause et on se retrouve juste après. À tout de suite après la J'ai pause. fait une faute au début.